Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 4 mars. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines représente l'Algérie aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe ouvert ce mardi au Caire. Ahmed Attaf a eu une série d'entretiens en marge du sommet. Renforcement du partenariat algéro-italien avec cette rencontre qui a réuni les hommes d'affaires des deux pays. Avec une participation record des investisseurs italiens, on verra aussi l'exemple d'un projet de partenariat bilatéral dans le domaine de production des ascenseurs en Algérie. À l'étranger, en France, le discours de haine à l'encontre de l'Algérie devient le sujet de prédilection dans les médias. Un discours prôné par le ministre de l'Intérieur français ces derniers temps. Et au Maroc, le fossé entre régime et population est de plus en plus perceptible, notamment avec les dernières décisions du Marzen. D'abord l'annulation du rituel du sacrifice et ensuite un ramadan décalé de plusieurs jours par rapport aux autres pays musulmans. Solidarité à la fin de ce journal, le Croissant Rouge algérien se lance à Biskra dans un projet de production d'emballage qui recrute exclusivement des femmes en lourde précarité. Une autre façon de venir en aide aux plus nécessiteux. Bienvenue à tous. Les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet ont débuté ce mardi au Caire avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour représenter l'Algérie lors de cet événement. Ce sommet extraordinaire sera consacré à l'examen des développements de la question palestinienne face aux menaces existentielles qui la guettent dans le contexte de ce que l'on appelle les dispositions de l'après-agression contre Gaza. Et avant le coup d'envoi des travaux de ce sommet arabe extraordinaire, s'est tenue une réunion tripartite algéro-tuniso-libyenne. La rencontre qui a réuni le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, ainsi que le ministre libyen chargé de la gestion des affaires au ministère des Affaires étrangères en Libye, Tahar Al-Baour. La rencontre a été l'occasion d'évaluer l'avancement réalisé dans la concrétisation des décisions du dernier sommet algéro-tuniso-libyen tenu en avril 2024. Les trois ministres ont également discuté des préparatifs relatifs à l'organisation du prochain sommet trilatéral prévu à Tripoli en Libye. Les trois ministres se sont mis d'accord sur les principales étapes susceptibles de garantir la réussite de cette échéance. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu également des entretiens bilatéraux avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti. La rencontre a été l'occasion d'aborder les développements de la question palestinienne à la lumière des recommandations attendues de ce sommet extraordinaire. Les deux ministres ont également évoqué les efforts communs consentis dans l'objectif de renforcer la coopération entre Alger et Tunis et la complémentarité entre les deux pays dans le contexte de la préparation des prochaines échéances bilatérales. Ahmed Attaf s'est également entretenu au Caire avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzouk. À cette occasion, les deux ministres ont abordé plusieurs questions relatives au renforcement des relations de coopération et de fraternité entre les deux pays. La rencontre a permis également d'échanger les points de vue sur des questions politiques d'intérêt commun au niveau régional et international. Nous disions en titre la coopération algéro-italienne à l'honneur avec cette rencontre sur l'entrepreneuriat qui a réuni les hommes d'affaires des deux pays. Une rencontre qui a enregistré une participation record des investisseurs italiens, ce qui témoigne de l'intérêt accordé au marché algérien qui offre d'importantes perspectives d'investissement. C'est ce que nous dit Yemina Saïdji dans ce papier.
En visite en Algérie pour une rencontre dédiée à l'entrepreneuriat et au développement des échanges économiques, les chefs d'entreprise italiens multiplient les rencontres avec leur homologue algérien. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique des relations diplomatiques privilégiées entre Alger et Rome. Le partenariat entre les deux pays est solide et doit se renforcer davantage et nous y travaillons. Le secteur de l'énergie en particulier est primordial, mais nous pouvons également établir des partenariats dans l'agriculture et les ressources en eau. Nous avons de l'expertise dans le domaine agricole et nous pouvons apporter notre aide à nos amis algériens. Nous pouvons également collaborer dans l'industrie, les infrastructures et le tourisme, ainsi que dans le domaine de la défense. Cette rencontre qui réunit des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques des deux pays amis se déroule dans une atmosphère marquée par une volonté commune de bâtir une relation économique et commerciale exemplaire. Le partenaire italien considère l'Algérie comme un marché rempli d'opportunités d'investissement. Les entreprises italiennes considèrent depuis toujours l'Algérie comme un partenaire clé et fiable. Nous menons un travail considérable, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et du transfert de technologies. L'Algérie est un partenaire stratégique. Elle occupe une position de leader en Afrique et est le premier fournisseur d'énergie de l'Italie. C'est pourquoi cette coopération revêt une importance capitale pour nous. Les chefs d'entreprise en Algérie se tournent désormais vers de nouveaux secteurs d'investissement. Le plan Mattei représente une avancée majeure vers un partenariat équitable et durable entre nos deux pays. La collaboration étroite entre le CREA et les entreprises italiennes ouvre de nouvelles perspectives pour une coopération fructueuse. Actuellement, nous avons choisi de travailler avec les Italiens pour développer les énergies renouvelables. L'Italie possède une expertise considérable dans ce domaine et grâce à cette coopération, nous avançons dans une logique de bénéfice mutuel pour un partenariat gagnant-gagnant. Une rencontre économique où Alger et Rome se démarquent comme deux pôles politiques et économiques, à un moment où l'Algérie renforce ses partenariats avec les acteurs clés de la région euro-méditerranéenne. Et la coopération algéro-italienne va au-delà du domaine des hydrocarbures. L'exemple dans ce journal d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'habitat avec la production d'ascenseurs en Algérie. L'investissement permettra de réaliser 180 ascenseurs dans un premier temps pour atteindre progressivement les 1000 unités par an. Raouf Hambouch. Tirer le meilleur en combinant les expériences et le savoir-faire d'une entreprise italienne et celui d'une entreprise algérienne. C'est dans cette optique que Siam Ascenseur Algérie a été créée. Elle est spécialisée dans les produits de mobilité, notamment les ascenseurs. Maîtrisons tout le cycle de production, de la conception à l'installation et même la maintenance. L'entreprise a réussi à fabriquer un prototype qu'elle a ensuite présenté à la société italienne, ce qui a abouti ensuite à la conclusion d'un partenariat pour la production de ces ascenseurs. L'entreprise algérienne Soremep détient 70% des parts de la société, tandis que l'entreprise italienne en détient 30%. Soremep se charge de la fabrication des cabines. La société italienne procède quant à elle au transfert technologique et apporte les composants électroniques. Transfert technologique et les composants électroniques. Un partenariat algéro-italien fructueux qui ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir de cette jointe venture et de tous les investissements du même genre. La capacité de production de l'usine sera de 180 unités la première année et peut atteindre à plein régime 1000 ascenseurs par an. Au-delà de l'augmentation de la production et de la couverture des besoins nationaux, ce partenariat vise le transfert de technologies et de savoir-faire, la création d'emplois et le renforcement du tissu industriel national. Éducation avec l'annonce des dates des examens de passage pour l'année 2024-2025 par le ministère de l'Éducation. L'examen du brevet de l'enseignement moyen est prévu du 1er au 3 juin, tandis que l'examen du baccalauréat session 2024-2025 se tiendra, lui, du 15 au 19 juin prochain.
À l'étranger, en France, le discours de haine à l'encontre de l'Algérie devient le sujet de prédilection sur les médias. Un discours prôné notamment par le ministre de l'Intérieur français qui, lors de ses interventions télévisées ou de radio, tente d'attiser les tensions et cherche à détourner les regards des véritables problèmes socio-économiques dont souffre son pays. Rina Lerari. La France traverse l'une de ses pires crises politiques. Le gouvernement peine à maintenir le cap, tandis qu'au sein du Parlement, les dissensions se multiplient, révélant un climat de tension et d'instabilité inédit. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. C'est désormais une habitude pour les politiques français d'extrême droite de brandir la question migratoire comme un épouvantail qui leur permet de couvrir la faillite de leur discours politique et de leur incapacité à gérer la crise économique. Il va y avoir 19% d'augmentation en 2026, après 67% d'augmentation depuis 5 ans, alors que beaucoup de Français, un Français sur 3 n'arrive pas à se chauffer en hiver. Et donc, il faut arrêter que cette politique. La situation aujourd'hui, c'est quoi ? Hier, on a appris que le prix de l'électricité, à cause du budget imposé par 49.3 par M. Bayrou, devrait possiblement augmenter de 20%. On vit dans un pays où il y a 11 millions de pauvres, où il y a toute une partie de la population qui galère à se nourrir. Délaissant ses fonctions premières, Bruno Retailleau occupe une place centrale sur les plateaux de chaînes de propagande de droite. Entre déclarations creuses et attaques malveillantes emplies d'animosité envers l'Algérie et les Algériens, les interventions du ministre de l'Intérieur français s'inscrivent dans une stratégie bien huilée destinée à attiser les tensions et détourner les regards des véritables enjeux et la crise interne en France. Mais Bruno Retailleau, le ton utilisé par le président de la République lorsqu'il s'est exprimé sur ces questions-là n'est absolument pas le même que le vôtre. Ce qui est compliqué, c'est la double parole, si vous voulez. C'est que quand le président dit une chose et le gouvernement une autre, plutôt dans le sens inverse du reste, parce que c'est le gouvernement qui a commencé. Aujourd'hui, Paris sombre sous le poids d'une gestion chaotique et d'une influence grandissante des lobbies extrémistes dans les cercles décisionnels. Une ingérence accentuant les tensions et mettant en lumière l'incapacité du gouvernement à se relever et à redresser la barre. Et la précarité sociale au Maroc plonge le pays dans l'embrasement. Le fossé entre régime et population est de plus en plus perceptible, notamment avec les dernières décisions du Marzen. D'abord l'annulation du rituel du sacrifice et ensuite un ramadan décalé de plusieurs jours par rapport aux autres pays musulmans. Regardez ce sujet signé Mariam Damis. Le citoyen marocain, encore sous le choc de l'annulation du rituel de Eid al-Adha, se retrouve face à une nouvelle controverse. Le report du début du jeûne du mois de Ramadan, et ce, malgré l'observation claire du croissant lunaire. La politique de normalisation s'est profondément enracinée au sein du gouvernement marocain, touchant tous les secteurs et s'imposant désormais comme une ligne officielle répondant à des vues sionistes. Le Marzen a outrepassé toutes les limites en s'attaquant aux piliers de l'islam, obligeant les Marocains à commencer le jeûne un jour après la Houma, allant jusqu'à supprimer la tradition du sacrifice de l'Aïd al-Adha sous des prétextes jugés fallacieux. Derrière ces décisions se dessine une stratégie plus vaste visant à fragiliser les fondements religieux et culturels de la société marocaine sous couvert de réformes prétendument nationales, mais qui semblent être dictées par des intérêts extérieurs. Pendant que la population subit de plein fouet les crises économiques et sociales, elle doit également faire face à une répression brutale. Les démolitions de logements s'intensifient, menées avec une violence qui ne tient aucun compte du caractère sacré du mois de Ramadan. Nous sommes isolés du monde, totalement démunis. On nous a fourni seulement une tente qui est désormais notre seul abri. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés dehors et sans abri. Nous sommes complètement anéantis. Confronté à une précarité croissante et une répression persistante, le citoyen marocain se retrouve livré à lui-même, ignoré par les autorités. Une situation catastrophique qui révèle l'inaction du régime du Marzen face à l'ampleur d'une crise qui ne cesse de s'aggraver.
Et au Proche-Orient, la fermeture des points de passage par l'entité sioniste aggrave la crise humanitaire dans la bande de Gaza, en particulier en ce mois sacré du Ramadan. Privés d'aide et de marchandises essentielles, les Palestiniens font face à une pénurie croissante de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, tandis que les prix flambent sur les marchés. C'est un papier signé Amira Sefta, regardez. Gaza s'enlise dans une crise où la faim devient une arme aussi redoutable que les bombes. Dimanche 2 mars, l'entité sioniste a suspendu l'entrée de toute marchandise et aide humanitaire. Les Palestiniens ont immédiatement subi les conséquences, notamment sur les marchés où les produits de première nécessité, indispensables en ce mois sacré, se font de plus en plus rares. Je suis sous le choc, vraiment sous le choc. Je souffre de problèmes cardiaques, de rhumatisme, de diabète. Je suis faible et j'ai besoin de nourriture, d'eau potable, tout comme les enfants d'ailleurs, les femmes et les malades. En plus, il y a la flambée des prix et nous avons besoin de manger. Gaza a maintenant un seul point de passage, à savoir le poste Karam Abou Salem, par lequel transitent les aides et les marchandises en provenance d'Égypte ou des territoires de 1948. Ce passage est vital pour la bande de Gaza. Sans lui, la vie devient impossible. Lors de la première phase de cessez-le-feu, l'occupation sioniste a violé ses engagements humanitaires. Pourtant, le protocole prévoyait l'entrée de milliers d'unités de logements préfabriqués et de tentes, des engins de travaux publics lourds pour déblayer les décombres et une augmentation significative de l'acheminement des aides et des marchandises vers les marchés palestiniens. La suspension de l'entrée des camions d'aide humanitaire à Gaza intervient dans un contexte de catastrophe humanitaire en plein mois de Ramadan, une période où la population dépend largement des denrées alimentaires. Actuellement, aucun produit ni marchandise ne traverse les frontières et les points de passage, à l'exception de quelques aides humanitaires comme des conserves et parfois quelques légumes. Les bilans officiels font état de 48 903 Palestiniens tués à Gaza par les bombes sionistes. Mais il est clair que la faim pourrait tuer plus que les armes. Et le monde figé risque de n'être qu'un témoin muet d'une tragédie annoncée. Et lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse, Rachid Bledhen, a exprimé l'inquiétude de l'Algérie face à l'aggravation de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, malgré les efforts de médiation internationale qui ont abouti à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et aux violations systématiques des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le territoire du Sahara occidental occupé. Retour chez nous pour parler solidarité. Aux côtés de ces missions humanitaires, le Croissant Rouge algérien s'est lancé récemment à Biskra dans un projet de production d'emballage avec une production de milliers de cartons par jour. L'usine recrute exclusivement des femmes en lourde précarité. Une autre façon de venir en aide aux plus nécessiteux, nous dit Naïm El-Walish dans son reportage. Regardez. Soucieux d'améliorer son autonomie et de renforcer sa capacité logistique, le Croissant Rouge algérien vient tout juste de mettre en place un atelier de fabrication de cartons d'emballage au siège de l'organisme humanitaire à Biskra. Avec un équipement flambant neuf, cet atelier qui peut produire des milliers de cartons par jour recrutera exclusivement des femmes en situation de lourde précarité. Cet atelier va produire 10 000 cartons d'emballage par jour et en ambition de créer pendant le mois sacré un autre atelier dédié celui-là à la fabrication des couettes d'une capacité de 200 unités par semaine. Installé à Orlal, près de Biskra, le second atelier, qui a 3 ans d'âge, est quant à lui dédié à la fabrication de gilets et circonstanciellement de tabliers de cuisine. Garantissant la sécurité des bénévoles lors des interventions sur le terrain, ces gilets sont fabriqués par une dizaine d'ouvrières recrutées dans la région. Pour le recrutement du personnel, on a procédé par des annonces dans lesquelles on a spécifié nos demandes. Les candidates devaient être des femmes dans le besoin et celles qui nous ont répondu sont pour la majorité des couturières qui exerçaient chez elles et d'autres
au chômage. Le but de cette initiative, c'est d'abord l'autonomie financière du Croissant Rouge algérien. Ensuite, ces produits manufacturés vont nous permettre de distribuer une fois par mois 8000 colis alimentaires destinés aux nécessiteux des régions les plus reculées de Biskra. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le développement de ces manufactures serve à diminuer la dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes, tout en permettant au Croissant Rouge une plus grande flexibilité dans la gestion des urgences. Et voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Prochain point de l'information à 18h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne Sahaf Torkom et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Au revoir.